Avant de commencer, un petit tuto pour mieux apprécier la vidéo. Donc vous pouvez mettre pause et faire lecture, mais vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Si vous pensez que je vais trop vite, vous pouvez ralentir le débit. Si cela ne va pas assez vite, vous pouvez augmenter le débit. Ensuite, si vous voulez couper la lecture en plusieurs fois parce que vous trouvez la vidéo trop longue, il y a un chapitrage qui est présent dans la présentation de la vidéo. Donc vous pouvez directement aller au chapitre sur lequel vous vous êtes arrêté. De temps en temps, il y a des compléments d'information. C'est quand il y a le logo I, donc le logo information, qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et le mettre dans un autre onglet en attendant de finir la vidéo. Ou vous pouvez mettre pause et aller regarder l'autre vidéo également. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans un point Histoire de la philosophie. Le sujet qui nous intéresse, c'est la pédagogie pythagoricienne. Pour commencer, je vais vous partager une citation que j'apprécie concernant l'éducation. C'est Olivier Reboul dans La philosophie de l'éducation qui écrit « L'éducation, dans tous les domaines, depuis la naissance jusqu'au dernier jour, c'est d'apprendre à être homme. » Pour réfléchir autour de l'éducation, il faut réfléchir l'individu. L'éducation, c'est d'abord observer les individus avant de plaquer une éducation. Il faut adapter les concepts à la contingence humaine, c'est-à-dire au fait que chaque individu est différent et ne fonctionne pas de la même manière qu'un autre individu. C'est pour cela que les pythagoriciens pensent une sélection de leurs auditeurs, notamment avec la physiognomonie, c'est-à-dire l'observation de la posture physique du postulant, reflet de la droiture de son âme. S'il y a différents individus, et s'il y a parfois un besoin de sélection des élèves, on peut également penser la pertinence des différentes filières scolaires. Ce sont différentes écoles. Qu'est-ce que c'est faire école ? Et comment faire école ? L'école n'a pas toujours existé, mais il y a toujours eu une forme de transmission. Celle-ci se pense avec 3 domaines, la technique, la théorie et l'esthétique. Le faire école se présente avec la technique de la transmission. Elle peut être l'expérimentation, l'observation, l'imitation ou des réitérations. La théorie, c'est le contenu de l'enseignement. Ce sont les connaissances, les principes et les règles. L'esthétique, c'est la pensée de la technique et de la manière dont les élèves peuvent recevoir ce qui est transmis. Il y a différentes méthodes, ce que l'on appelle différentes pédagogies. Que fait-on lorsque l'on éduque? Et comment cela se passait dans le cadre du pythagorisme? Pour cela, nous allons voir 4 parties. Dans une première partie, je vais penser qu'est-ce que la pédagogie. Dans une deuxième partie, je vais présenter la pédagogie pythagoricienne. Dans une troisième, l'éducation par les sens dans le pythagorisme. Et dans une 4e partie, l'éducation en tant qu'elle est artificielle et qu'elle demande de la bienveillance. Et enfin, je terminerai par une bibliographie. Première partie, qu'est-ce que la pédagogie? L'éducation implique de connaître la pédagogie. La pédagogie a pour rôle de guider les élèves, c'est le sens de son étymologie, et il y en a plusieurs. Il y a des pédagogies par nécessité et des pédagogies dynamiques. La pédagogie par nécessité, c'est considérer que les individus doivent acquérir des aptitudes pour pouvoir vivre ou se développer. Ces aptitudes sont pensées comme des besoins, des choses dont on ne peut pas se passer. Ce seraient des tendances naturelles des individus. Ces tendances se reflèteraient par des structures mentales qu'il faut comprendre pour guider certains comportements et modifier ces comportements afin d'intégrer des mécaniques de rétention et de restitution des connaissances. Le behaviorisme repose sur cette idée. Il s'agit de créer des stimulus ou des rituels qui permettront de déclencher un certain comportement chez les individus. L'expérience de Pavlov est souvent reprise pour donner une image assez pratique. Dans une école, cela peut se traduire par la prise de notes des élèves, déclenchée par la prise du marqueur par le professeur. La pédagogie dynamique fait valoir les désirs et les intentions des élèves. Il n'y a pas quelque chose qui lui est étranger et qui lui serait imposé. Il n'y a pas qu'un type particulier d'éducation, mais il peut y avoir un risque d'isolement de l'individu par rapport au monde qui l'entoure. Il pourrait ne pas s'adapter à la transition entre une sphère individuelle et une sphère sociale avec laquelle il faut s'adapter, et une sphère sociale avec laquelle il faut interagir. C'est ainsi que des groupes d'intérêt peuvent se construire. Mais ces groupes peuvent aussi se former autour d'une sagesse qui limite le libre cours des volontés individuelles. Le pédagogue, celui qui guide les élèves, déclenche l'élan qui discipline la conscience des individus. L'élève doit prendre conscience que son désir n'est pas forcément dans son intérêt. Il y a un cadre formel qui pense l'interdépendance des différentes facultés
à différents moments dans un projet cohérent. Il y a un développement progressif des facultés des individus. Avant de pouvoir faire quelque chose, il y a un processus de validation progressive par étapes. Par exemple, si un enfant a un profil littéraire, il va d'abord confirmer la compréhension de ses mots avant de pouvoir se confronter à un texte entier. Le pythagorisme semble suivre ce dernier point. Il y a une certaine exigence intellectuelle avec des exercices de conscience qui permettent de se remémorer et d'appliquer les enseignements déjà suivis. Ils doivent être acquis avant de pouvoir poursuivre l'étude. On raconte qu'il prescrivait à ses disciples, chaque fois qu'ils entraient chez eux, de dire la chose suivante. « Où ai-je commis une faute ? Qu'ai-je fait ? Que n'ai-je pas accompli qui aurait dû l'être ?» Vous l'aurez compris, il y a un perfectionnement des individus qui semble être une exigence permanente. Les hommes, selon le pythagorisme, ont des capacités naturelles, mais le processus de cognition se construit et s'entraîne. Il y a des facultés naturelles qui sont alors en puissance et qui doivent s'actualiser. C'est l'un des enjeux pédagogiques, mais c'est aussi un enjeu culturel. Quelle que soit la pédagogie, elle caractérise la pratique du professeur. Le professeur va penser ce qui est nécessaire au développement des individus. Elle repose sur un ensemble de principes. Quels sont ces principes dans la philosophie pythagoricienne ? Nous en arrivons à notre deuxième grande partie, la pédagogie pythagoricienne. Il y aurait 4 principes dans la pédagogie pythagoricienne. Le premier, le respect des individus, peu importe l'âge ou le statut, que ce soit la relation de l'éducateur et de l'éduqué ou l'inverse. Il y a aussi le respect des inclinaisons des individus, c'est-à-dire des désirs ou des tendances naturelles des individus. Si on perçoit de la colère, il ne faut pas l'alimenter. Aujourd'hui, c'est un principe que l'on retrouve aussi dans l'école telle qu'on la connaît dans nos sociétés occidentales. Le deuxième principe, c'est que la musique permet de maîtriser les passions et de soigner les âmes. La musique permettrait également d'exposer les idées morales. Ce principe n'est pas reconnu aujourd'hui. La musique n'a pas de vertu curative dans l'enseignement, bien que l'art-thérapie soit un domaine en pleine expansion. Et il y a tout de même de l'éducation musicale dans le premier et le second degré, du moins en France. Le troisième principe à respecter, c'est que l'homme traverse plusieurs périodes dans sa vie. Chaque période est un moment de crise et demande une adaptation du comportement, de l'enseignement et de l'éducation. Le pythagorisme reconnaît 7 âges différents. Il y a la petite enfance, de 0 à 4 ans, l'enfance, de 5 ans à 14 ans, l'adolescence, de 15 ans à 22 ans, l'état de jeune homme, de 23 à 44 ans, l'état d'homme, de 45 à 56 ans, l'état de vieil homme, de 57 à 67 ans, et l'état de très vieil homme, celui qui est devenu sage, si on prend la traduction littérale du terme grec, au-dessus de 67 ans donc. Ces âges ne sont pas à confondre avec les périodes de la vie, l'enfance, de 0 à 22 ans, où on pense l'orientation des individus dans leurs passions, tout en leur apprenant la modération. La jeunesse, de 23 à 44 ans, où l'on apprend l'équité, la modération, où on apprend surtout des valeurs morales. La virilité, de 45 à 56 ans, où l'on acquiert des expériences en rapport aux précédents enseignements, et enfin la vieillesse à partir de 57 ans, où l'on n'apprend plus, mais où on pratique la vie et l'enseignement. Il s'agit de prendre en compte les évolutions des corps et des facultés intellectuelles et cognitives. C'est le sens de la séparation des élèves par classe d'âge dans les écoles. Le quatrième principe, c'est se détourner des opinions fausses, c'est-à-dire des opinions qui ne sont pas soumises à un examen rationnel. Il s'agit de se détourner tant de manière intellectuelle que de manière physique. C'est pour cela que l'on étudie dans des bâtiments qui nous isolent de la société. On va dans des temples chez les pythagoriciens, et dans notre époque contemporaine, on va dans une école, un collège, un lycée ou une université. La transmission par l'éducation et la pédagogie transmet des contenus en fonction de ces différents principes, ce que l'on peut aussi penser comme des valeurs. Inculquer, c'est faire entrer ces valeurs dans l'esprit d'un individu. Le terme se construit autour du terme calcarer. Il signifie presser. C'est donc imprimé dans l'esprit d'un individu. L'éducation, c'est la création d'un processus d'assimilation des connaissances qui donne lieu à des habitudes réflexives. Ces habitudes permettent peu à peu aux individus de développer leurs talents particuliers. Il s'agit de se reposer sur des processus psychologiques. Cela semble être une forme de perte d'autonomie des individus, puisque ces processus dépendent, comme on l'a vu, des principes suivis par le professeur. Cette inculcation est permise par une distance conceptuelle et physique des professeurs et des élèves. Sur quoi repose cette éducation pythagoricienne ? Nous en arrivons à notre troisième partie, l'éducation par les sens dans le pythagorisme. Ces propos semblent abstraits,
alors que le mode de transmission repose sur le concret. Il s'agit de penser une vie technique. Il s'agit d'une conception reposant sur la vie de l'homme qui fonctionne selon ses besoins et ses envies. Elle s'opposerait à une vie théorique, aspect que l'on reproche à certains enseignements. En philosophie, la dissertation est difficile à comprendre pour certains élèves parce que la méthode ne s'appuie pas sur du concret. Il s'agit de mettre en mots le développement d'une réflexion. Il en va de même lorsque l'on lit un livre. Il y a des principes, des valeurs, des contenus, etc. Mais on n'arrive pas forcément à avoir la recette pour appliquer. Le pythagorisme semble assumer ce cadre abstrait si l'on suit les propos attribués à Théano, femme supposée de Pythagore et ayant été une figure importante de l'organisation de la communauté et de l'éducation des enfants. Il est nécessaire de poser, dès qu'on veut dire quelque chose, la primauté méthodologique du non-matériel sur le matériel, du sens sur les pratiques, de la vérité sur les représentations, et du symbolisme sur l'imaginaire de la conscience. En réalité, il ne s'agit pas de mettre le concret au second plan, mais de s'interroger sur les méthodes de transmission. L'enseignement repose sur des contenus, ce que l'on nomme le vrai, et c'est ce qui est à transmettre dans le pythagorisme. En effet, on ne transmet pas des choses fausses. Enseigner, c'est penser le sens, la raison de la transmission de ces contenus, penser ce que les élèves ont à retenir. Lorsque l'on est écouté, il y a une impression de transcendance, comme si le contenu attendait d'être révélé. C'est l'un des défauts des méthodes de cours magistraux ou des cours oraux. Il y a des modes de transmission autres, et qui reposent sur l'imitation, par exemple la pantomime. L'idée est surtout qu'il faut se méfier des représentations. Pourtant, ce sont des éléments concrets. Ils se raccrochent à des observations qui servent de base de travail. Il faut se méfier parce que ce sont de possibles symboles. Le symbolisme est important dans la philosophie pythagoricienne. Il ne s'agit pas d'imagination, c'est rendre sensible ce qui est, et ce qui est normalement uniquement intelligible. Il faut éviter l'arbitraire. Il y a différentes interprétations, différentes et inégales selon les individus. Mais cela compose, dans le pythagorisme, un savoir atteignable, puisque c'est sensible. Le problème, c'est atteindre par les sens quelque chose de caché. La transmission se passe nécessairement par la sensation pour le pythagoricien. Considérant que l'on commence de prendre soin des hommes par la sensation, en leur faisant voir des formes et des figures belles, et en leur faisant entendre des beaux rythmes et de belles mélodies, il faisait commencer l'éducation par la musique, par certaines mélodies et rythmes, grâce auxquels il produisait des guérisons dans le caractère et dans les passions des hommes, renverrait l'harmonie entre les facultés de l'âme, comme elles étaient à l'origine, et inventait des moyens de contrôler ou de chasser les maladies du corps et de l'âme. L'éducation, ce n'est pas simplement la transmission de contenu, c'est un soin de l'âme. Il s'agit de redresser l'âme par la sensation, notamment via la musique. L'âme est responsable de ses propres biens, mais est aussi responsable du corps. La musique accompagne les individus dans la voie de la justice par les justes accords. Pour les pythagoriciens, l'ouïe est importante, parce que c'est le sens qui a un lien immédiat avec l'âme, puisque les sons entrent directement dans la tête via le canal auditif. La musique mêle alors le spirituel, donc l'âme, et la science, c'est-à-dire les contenus vrais. Tant de procédés ne semblent pas immédiats ou ne semblent pas évidents. On peut donc se demander si l'éducation est naturelle. Et sinon, comment un individu peut comprendre un enseignement? Nous en arrivons à notre 4e partie. L'éducation est artificielle, elle demande de la bienveillance. Bien que tout le monde vit selon ce qu'il perçoit, selon ses sens, bien que ce soit un processus naturel des êtres vivants, le faire-école est un mouvement artificiel, quelque chose de construit. Il s'agit vraiment de faire. Cela demande d'instaurer des règles de vie qui ne vont pas nécessairement dans le sens des inclinaisons naturelles des individus. Il n'est pas certain que la modération est ce que prescrive la nature. C'est ainsi que Théano qualifiera l'éducation de perversion de la nature. Pour élaborer l'éducation, il faut préparer les individus à recevoir quelque chose qui n'est pas naturel. Et cette préparation, cela s'appelle la bienveillance. Il s'agit d'une vertu que tout le monde devrait avoir. Il ne s'agit pas de proposer des éléments gentils, mais de penser la justesse des actes éducatifs, c'est-à-dire accompagner chaque action de la conscience, chez l'élève, du bien fondé de cette action et de son intention. Il ne s'agit pas du sens que nous reconnaissons de manière commune à la bienveillance. Même si la bienveillance est un concept utilisé par les pythagoriciens, leurs pratiques seraient aujourd'hui considérées comme des violences éducatives. En effet, il y avait un ascétisme recommandé dès le plus jeune âge. Il ne faut pas trop nourrir l'enfant pour qu'il ne soit pas poussé à la paresse pendant la digestion. Il faut contraindre les règles des jeux pour ôter toute idée de facilité dans le fait de vivre. Et on peut également évoquer le fait de ne pas trop couvrir l'enfant l'hiver pour qu'il prenne conscience qu'il devrait acquérir une certaine résistance. Nous en arrivons donc
à notre conclusion. Les professeurs déterminent des méthodes éducatives suivant une certaine pédagogie. Cela permet de guider les individus dans leur évolution ou leur perfectibilité. L'enjeu est une certaine délimitation des savoirs à transmettre. Cela se fait en fonction des normes communautaires. L'éducation ne peut pas être la même dans la République démocratique française ou dans la monarchie marocaine, par exemple. C'est encore plus vrai à l'époque du pythagorisme et pour le pythagorisme par rapport aux autres philosophies. Ce sont des éléments qui peuvent légitimer, c'est-à-dire donner une place à une société. Pour les individus et pour les responsables légaux ou les familles des enfants, l'enjeu est de trouver dans la société une adéquation entre les pratiques éducatives et les contenus qui ne sont pas tous adaptés. C'est pour cela que le pythagorisme a construit sa philosophie et son éducation sous une forme sectaire, avec des principes particuliers coupés de l'influence de la société. Donc je vous indique une bibliographie relativement importante pour continuer le sujet, mais également pour voir les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo. Il y a un recueil de textes proposé par la journaliste Olivia Benhamou. Il y a le sujet de l'ésotérisme avec Luc Benoît dans un Que sais-je qui s'appelle L'ésotérisme. Un livre disponible gratuitement sur Internet qui répertorie la philosophie pythagoricienne. Donc c'est Antelme-Édouard Chénier, Pythagore et la philosophie pythagoricienne. Je vous conseille également un article dans le Cahier d'Europe Numéro 3, hiver 2000. de Philippe Choulet, Quel universel enseigner aujourd'hui. Je vous conseille également le livre de Thierry Deduve, Faire école. Un livre uniquement disponible en anglais, mais qui peut vous permettre de comprendre également la philosophie pythagoricienne et les différentes éducations suivant les différents âges et les différentes périodes de la vie. Pythagoras and Early Pythagoreanism de Cornelia Johanna de Vogel. Je vous conseille un article que l'on peut trouver en ligne gratuitement de Armand Delatte, La vie de Pythagore de Diogène Laërce. Bien évidemment, pour les anecdotes historiques et pour des points généraux de philosophie, Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres, Jean Blic, Vie de Pythagore. Sur l'éducation en particulier et sur les femmes pythagoriciennes, je vous conseille Mario Meunier, Femmes pythagoriciennes, fragments et lettres. Concernant la philosophie de l'éducation en général, le Que sais-je d'Olivier Reboul, La philosophie de l'éducation. Et enfin, pour d'autres points historiques par rapport à l'éducation dans la Grèce antique, Pierre Vidal-Naquet, Le chasseur noir. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.